Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le problème du numérique, c'est que quand les enfants vont chercher de l'aide, la réponse qu'il leur est faite, c'est « alors là, moi, le cyberharcèlement, Snapchat, TikTok, les jeux vidéo, j'y connais rien, essaie de te débrouiller par toi-même ». Et c'est vrai que quand ils osent, quand ils ont le courage d'aller chercher de l'aide, c'est vrai qu'il y a une espèce de non-réception de cette demande, de cette problématique, et les enfants vont pas aller chercher plus loin, donc ils vont se débrouiller ou ils vont supporter parfois des situations qui sont extrêmement compliquées. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste des réseaux sociaux ou des jeux vidéo pour aider son enfant. C'est un peu le même principe, j'utilise toujours cette métaphore, quand vous allez le samedi après-midi regarder votre enfant jouer sur le terrain de foot, vous êtes capable, quand vous regardez votre jeune jouer, dire si, je sais pas, il a respecté l'arbitre, s'il a été suffisamment collectif avec son équipe, est-ce qu'il a été respectueux de l'équipe adverse. Enfin, en tant qu'adulte, n'importe qui est capable d'évaluer ça, sans avoir même été capable de jouer soi-même au foot plus jeune, sans connaître peut-être même les règles du foot. Enfin, on a une espèce de bon sens et on est capable de pouvoir porter un jugement sur une situation, même si on n'est pas technicien du football. On est capable de dire, voilà, là, il y a eu un abus, etc. Et dans la sphère numérique, on devrait pouvoir aussi se positionner en tant qu'adulte et se dire, c'est vrai que ce que tu me montres là, ça me dérange. Le message là, il me met mal à l'aise. J'ai l'impression que c'est peut-être un adulte qui te sollicite. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, charge à l'adulte d'aller trouver lui-même de l'aide pour pouvoir transmettre cette information, parce que les adultes aussi ont besoin d'être aidés. On parlera certainement du 30-18 qui peut être justement un interlocuteur pour les parents pour pouvoir leur dire, on est là aussi pour pouvoir vous accompagner dans cette question qui est quand même difficile, de la parentalité numérique. C'est des choses on n'a pas 50 ans de recul pour pouvoir se dire, voilà, il y a 50 ans, Snapchat, non, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Et donc, c'est une des difficultés du numérique, c'est qu'on apprend en marchant. On essaie de faire au mieux avec des outils qui en plus sont développés avec une certaine intentionnalité, mais qui sont souvent détournés de leur usage premier. Et donc voilà, il faut aussi s'accommoder de ce que font les jeunes avec ces outils. On parlera certainement de l'intelligence artificielle. C'est formidable, l'intelligence artificielle, pour pouvoir créer des belles images, pour pouvoir créer des textes, etc. Mais si c'est utilisé pour harceler son camarade, c'est là où on est un petit peu en questionnement. Alors si on reprend les bases, parce que tu dis enfant, adolescent, toi tu es confronté dans ton cabinet à des enfants qui ont quel âge, qui sont déjà sur les réseaux sociaux ? Alors, parce que ça me paraît fou de dire enfants et réseaux sociaux. Oui, et malheureusement, il faut dire enfants et réseaux sociaux parce que c'est la réalité. Alors, moi, mon cabinet, je vois des enfants qui commencent à utiliser Internet autour de 8-9 ans. Mais à l'association e-enfance, dans laquelle je travaille, on a pu montrer il y a quelques mois que 67% des enfants de 6 à 10 ans sont utilisateurs des réseaux sociaux. Ça veut dire que dès la fin de l'école maternelle, si on devait dire les choses, je vois ton visage effondré. 67%, c'est représentatif de la population française. Donc, entre 6 et 10 ans, on a 67% des enfants qui sont inscrits sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand on va dans une école primaire, il y en a la moitié qui sont sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur WhatsApp aussi, qui peut être considéré comme un réseau social pour les tout petits, même si c'est une messagerie instantanée. Mais oui, les enfants sont très confrontés. Mais ça veut dire qu'ils ont un téléphone ou c'est sur le téléphone des parents ? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être le téléphone du parent qu'on aura confié à l'enfant quand on est dans une salle d'attente de médecin, par exemple, c'est un petit peu long au restaurant, et puis on va pas se rendre compte que en fait l'enfant il va encore une fois de manière très intuitive se débrouiller et aller peut-être consulter des contenus inadaptés ou aller sur le réseau social dans lequel il aura peut-être réussi à s'inscrire sans que les parents soient au courant, ou parfois avec la complicité des parents qui ne se rendent là aussi pas suffisamment compte du risque qu'ils font prendre à leur enfant. Donc c'est des enfants qui sont très tôt équipés de manière parfois autonome, donc ils peuvent se débrouiller tout seuls sur les écrans. Et puis des enfants très utilisateurs. On commence aussi à voir les conséquences, puisque le 30-18, donc ce service téléphonique qui est opéré par l'association e-enfance, qui permet justement
à la fois aux parents et aux jeunes de pouvoir trouver de l'aide en cas de violence numérique et de harcèlement. Et bien sur ce service, depuis, je dirais, 2-3 ans, on commence à avoir des enfants de 7-8 ans qui nous appellent en nous disant, voilà, je suis harcelé, mes parents sont au courant, ou peut-être ils ne le sont pas parce que je me suis inscrit sans leur autorisation, et je voudrais votre aide parce que ça devient vraiment difficile, ça devient vraiment très attaquant pour moi. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Il y a encore quelques années, on aurait pu se dire les premiers appels sont émis de jeunes qui ont 12-13 ans au début du collège. Et là, aujourd'hui, à 7 ans, on prend son téléphone et on appelle au secours. Ah oui, tu m'aurais dit 12-13 ans, j'aurais trouvé que c'était un âge raisonnable, avec des guillemets. Voilà, pour être confronté à ça, parce que personnellement, j'ai eu 12 ans en 2000 et j'ai eu un téléphone, mais qui pouvait envoyer juste des textos à mes parents pour dire où j'étais. Donc ça me paraît pas aberrant qu'un enfant de 12 ans ait un téléphone entre les mains, mais comme tu me dis qu'il y a des enfants de 6 ans qui ont déjà accès à des outils numériques de cette particularité-là. Le taux d'équipement en France, dans beaucoup d'études, on le voit, c'est à peu près entre 9 et 10 ans. On voit que des enfants commencent à avoir leur propre matériel à partir de 9-10 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils n'aient pas déjà accès à un écran. Et puis ce dont on se rend compte, c'est que les études, elles ont tendance à avoir des jeunes qui sont de plus en plus jeunes à avoir accès à ces écrans. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel âge on va aller, mais c'est vrai qu'on peut se questionner d'avoir des jeunes qui ont accès à ces écrans. Et alors, je pense qu'il y a une double problématique. C'est d'abord, c'est très tôt, et puis c'est surtout jamais accompagné. Et c'est ça le grand problème, c'est que, je ne vais pas répéter ce qu'on se disait au début du podcast, mais il n'y a pas d'accompagnement, c'est-à-dire que qu'on ait 12 ans, qu'on ait 8 ans, qu'on ait 18 ans, la présence des parents est souvent à peu près la même. Or, un enfant de 8 ans et un jeune de 18 ans, c'est pas tout à fait et bien évidemment la même chose. Et donc, il y a tout un travail, je crois, vraiment de retrouvailles, je dirais, entre parents et enfants sur cette sphère numérique. Pas pour dire il y a que des dangers et tout va mal, parce que c'est aussi ça qu'il faut peut-être dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que tous les enfants ne font pas n'importe quoi sur les écrans. Heureusement, il y a un travail de prévention en France qui est fait par les écoles, le milieu sportif aussi aujourd'hui se positionne davantage, l'association e-enfance prend aussi une part de responsabilité dans cette prévention, et il est vrai que depuis quelques années on se rend compte que les jeunes sont moins naïfs, tombent moins dans les pièges, sont un petit peu plus critiques vis-à-vis de ce qu'ils font, et on peut s'en réjouir, et donc on est quand même devant des générations qui sont un peu plus capables de se protéger par eux-mêmes, et tant mieux. Pour autant, même si il y a peut-être un petit peu moins de danger ou que les dangers évoluent, il reste quand même des jeunes qui se mettent en difficulté et avec lesquels on a besoin quand même de transmettre encore des messages de sécurisation de leurs usages, et d'autant plus que la sphère numérique, c'est une sphère très dynamique. Les usages d'il y a 5-6 mois sont certainement plus les mêmes qu'aujourd'hui. Exactement. L'intelligence artificielle change les choses. Il y a plein de phénomènes de mode, il y a plein de nouveaux outils, et tout ça fait aussi qu'on doit en permanence faire évoluer nos messages de prévention, parce que sinon, on passe à côté de pas mal de problématiques. Toi qui voulais pas de routine dans ton métier, là, oui, là c'est très varié, exactement. Qui bouquet en mouvance permanente. Si tu devais donner des directives à des parents là qui nous écoutent, qui ont des enfants qui approchent les 8-9 ans, qui prennent la pression des enfants, puisque moi, clairement, ma fille qui a 8 ans, elle me demande « Maman, moi, quand est-ce que j'aurai un téléphone ?» Qu'est-ce que tu dirais à ces parents ? Qu'est-ce qu'il faut faire, savoir, avant de leur donner un outil numérique de cette ampleur ? Alors, la première chose, c'est de mettre du cadre. Parce qu'avant même d'avoir allumé l'écran, il faut peut-être discuter avec l'enfant de à quel moment tu vas utiliser l'écran. Parce que là, on parle beaucoup des contenus, évidemment, de ce qu'ils vont faire, mais il y a aussi quand même une grosse problématique dans les familles, c'est combien de temps tu vas utiliser cet écran. Voilà. Et donc, à 8-9 ans, il y a peut-être un temps raisonnable à décider. Le mieux, c'est de le décider avec l'enfant, comme ça ne lui est pas imposé. C'est une espèce de co-construction, c'est toujours mieux de le faire comme ça. Mais en tout cas, si l'enfant n'est pas capable, c'est à l'adulte de décider, et c'est à l'adulte de maintenir ce cadre. Alors souvent, la question qui nous est posée, c'est donc à 8-9 ans, combien de temps par jour on peut laisser un écran dans les mains d'un enfant ? Je réponds toujours à cette question, je n'en sais rien, parce que ça dépend de l'enfant, ça dépend de la famille, et surtout ça dépend de ce qu'il va faire avec cet écran. C'est pas la même chose de faire 2 heures d'écran pendant lequel on va jouer à des jeux, alors certes divertissants, mais qui n'apportent pas forcément grand-chose au développement de l'enfant, à la différence de 2 heures de contenu où on va découvrir un documentaire qui va être utile pour l'enfant, ou qu'on va
apprendre à dessiner ou apprendre à parler anglais, peu importe. Donc il y a déjà cette question de pourquoi on va utiliser l'écran, combien de temps on va utiliser l'écran et à quel moment on va utiliser l'écran. Donc par exemple, de mettre quelques règles, pas le matin quand je me lève par exemple, donc c'est pas un écran qui sert de réveil, pas avant de se coucher, pas pendant qu'on est en train de manger, pas pendant qu'on est en train de faire des courses par exemple et qu'on se balade en famille. Bah non, il y a des endroits un peu à sanctuariser et c'est des endroits sans écran. Donc déjà, c'est la première des choses de mettre ce cadre et de valider que l'enfant est d'accord pour que l'écran soit utilisé dans des moments comme ça bien précis. Il faut aussi parler, je pense aussi des émotions, parce que souvent l'écran il est utilisé comme une espèce de défouloir. Quand l'enfant est énervé, on va donner l'écran et puis il va se calmer. Non, l'écran c'est pas un endroit où on va décharger sa colère, où on va faire en sorte de trouver du réconfort quand on est un petit peu triste. Il faut vraiment privilégier le côté utile de l'écran et pas un endroit où on va pouvoir réguler ses émotions, parce que sinon ça donne un rapport à l'écran qui est un peu compliqué, qui peut être un peu biaisé et difficile après à manœuvrer. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va allumer l'écran. On va montrer à l'enfant comment s'en servir. Alors en général, il faut pas trop longtemps parce que les enfants tapent assez vite sur les boutons. Tout est fait pour que de toute façon ce soit très simple et tant mieux. Au moins ça nous fait gagner du temps. La question, ça va être après, et ça c'est valable à tous les âges, mais en particulier quand on commence. L'objectif, c'est de développer l'esprit critique de l'enfant, de faire en sorte que quand il regarde un contenu quel qu'il soit, que ce soit une vidéo sur YouTube, que ce soit un message ou une photo ou une vidéo sur un réseau social, que ce soit un échange sur un jeu vidéo, qu'il ait toujours un peu de recul pour se dire est-ce que ce qui se passe là est normal pour moi, normal pour les autres, si je suis témoin, est-ce que j'ai pas quelque chose à faire peut-être pour protéger la personne qui est victime d'un message. Donc est-ce que ce que je vois là est adapté, et si oui, très bien, et sinon qu'est-ce que je dois faire. Et qu'est-ce que je dois faire, souvent il n'y a pas beaucoup de réponses parce que les enfants sont très en difficulté de savoir quoi faire, parce que tout simplement, encore une fois, on ne leur a pas appris. Donc le quoi faire déjà, c'est aider l'enfant à identifier les personnes de confiance vers lesquelles il va pouvoir se tourner quand il est en difficulté sur Internet. Donc c'est souvent les parents, ça peut être la maîtresse, le grand frère, peu importe. Moi je conseille toujours aux enfants de réfléchir aux personnes de confiance et d'y réfléchir au pluriel. Parce que si on n'en a qu'une et que cette personne n'est pas disponible ou qu'elle n'a pas su nous aider, les enfants ils vont pas chercher plus loin. Donc c'est déjà quelles sont les personnes qui peuvent nous aider, quels sont les critères qu'on va se donner pour estimer que ce sont des personnes de confiance. Et puis une fois que ces personnes de confiance ont été identifiées, c'est de se mettre d'accord sur le fait que s'il se passe quelque chose sur Internet, tu dois m'en parler. Alors, on n'a pas parlé de beaucoup de pornographie, mais souvent, à 8-9 ans, c'est les premières problématiques auxquelles on va être confronté. Le cyberharcèlement peut être une problématique, mais il faut quand même un peu d'usage numérique pour commencer à se faire harceler. Mais souvent, ce sont des contenus, alors à la fois les contenus violents et les contenus pornographiques qui sont vraiment les premières problématiques auxquelles les jeunes de 8-9 ans vont être confrontés. Je pense que le message à transmettre aux jeunes, c'est de dire d'abord que sur Internet, qu'on le veuille ou non, il y a de la pornographie, il y a de la sexualité, et qu'on peut mettre des logiciels de contrôle parentaux qui vont évidemment nous aider à filtrer ces contenus. Mais même avec ça, malheureusement, on peut quand même être confronté à de la sexualité, et on sera d'accord pour se dire qu'à 8-9 ans, regarder de la pornographie, c'est pas la meilleure des choses à faire. En plus, il faut le dire aussi, c'est interdit. Je parlais de rappeler du cadre. C'est interdit, et c'est pas interdit par hasard, c'est interdit parce que tu n'es pas prêt psychiquement à accueillir en fait la violence de ces images. C'est des images qui sont faites pour les adultes et pas pour les mineurs. Donc la pornographie est un bon exemple pour dire, voilà, s'il t'arrive de regarder des images pornographiques, donc on peut décrire, je pense qu'il faut expliquer, parce que si on n'explique pas ce que c'est que la pornographie à des enfants de 8-9 ans qui sont seuls devant un écran, le risque c'est qu'ils soient confrontés, qu'ils ne sachent pas quoi faire, qu'ils ne sachent même pas identifier que c'est de la pornographie. Donc on peut le dire avec des mots très simples. La pornographie, c'est quand on a des adultes qui sont tout nus, qui se font des petits bisous, qui se touchent, qui ont des positions parfois un petit peu étranges. Chacun le dira évidemment avec à sa façon, selon ce qu'on a déjà peut-être décrit de la sexualité dans sa famille. En tout cas, c'est des rapports charnels, c'est des contacts, et encore une fois, c'est des contenus qui sont faits pour exciter les adultes, qui sont pas faits pour les enfants, qui sont pas là pour enseigner aux enfants ce que c'est que la sexualité. Et donc, si tu es confronté à ces images, viens me voir.
Je ne te gronderai pas. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent, c'est de ça dont ont peur les enfants et du coup, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur que les parents coupent l'accès à Internet et soient privés. Et je t'expliquerai ce qu'il faut faire et peut-être on le fera ensemble. On apprendra à fermer la fenêtre, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez des fois des pop-up qui sont difficiles à fermer et donc il faut parfois l'aide d'un adulte. C'est courageux d'aller chercher un adulte dans ces cas-là pour dire là, j'ai besoin d'aide parce que je suis un peu autonome sur les écrans, mais là, ça dépasse un peu mes compétences. Alors juste, attends, ça voudrait dire que ça peut arriver quand un enfant est en train de regarder un documentaire sur les Absolument. dauphins. Exactement. Un truc très innocent, mais les contenus sur Internet sont faits pour amener des images violentes ou problématiques. Tout à fait. Les algorithmes peuvent malheureusement dévier l'enfant vers des choses qu'il n'aura pas forcément choisies. Et alors, je vais donner c'est aussi... pour faire la notion que ce n'est pas forcément l'enfant qui a été chercher ce contenu-là. Et alors, je vais faire un deuxième exemple qui, je pense, va parler peut-être à un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Si les adultes qui donnent leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur à leurs enfants consultent eux-mêmes des images pornographiques ou des images violentes, l'ordinateur, il se souvient que ça intéresse l'adulte qui est normalement le principal utilisateur de cet écran. Quand l'enfant va derrière chercher du contenu, l'historique de l'ordinateur va spontanément, beaucoup plus facilement proposer ces contenus parce qu'il y a une mémoire en fait. Et donc si on n'a pas vidé l'historique de l'ordinateur, l'ordinateur, lui, il a envie de satisfaire son utilisateur. Il pense que c'est un adulte, il ne sait pas que c'est un enfant parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir évaluer l'âge de l'utilisateur devant l'écran. Et du coup, l'enfant va aller cliquer sans vraiment se rendre compte de ce qui est proposé par l'ordinateur. Et c'est souvent, sans le vouloir, les adultes qui vont, d'une certaine manière, inviter l'enfant à aller cliquer sur ces contenus. Et donc, ça peut être ça aussi, la porte d'entrée, avec évidemment parfois la compréhension pour les enfants que peut-être leurs parents aussi regardent ce genre de choses et c'est compliqué d'aller en parler. Voilà. Donc, on y est quand même, encore une fois, et peut-être, je vois ta réaction, et peut-être tant mieux parce que ça montre bien qu'il faut vraiment accompagner l'enfant. Et c'est peut-être ça la conclusion de ma réponse, c'est dans les premiers temps, il faut rester à côté de l'enfant. On peut pas, quand on apprend un enfant à faire du vélo, on se tient derrière lui et on va pas lui lâcher la main ou on le tient par la peau du dos, dans un premier temps pour et c'est normal, on assure sa sécurité. Dans les écrans, ça devrait être la même chose et on devrait pouvoir lâcher la main, lâcher l'écran et laisser l'enfant seul avec lui uniquement quand on est certain qu'il a la base pour se protéger lui-même, protéger les autres, respecter la loi et surtout aller chercher de l'aide, aller chercher du secours quand il en a besoin. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.